Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Libre Accès. Je ne suis pas dans vos choses de polygamie là. Ça, c'était à l'époque de nos parents. Ça, c'était avant. Les propos ne sont pas de moi, même si c'est de ma bouche que vous les entendez en ce moment. Ils sont d'une jeune africaine dont je préfère taire le nom et l'identité. Des exemples du genre où nous, Africains, sommes de plus en plus déconnectés de ce qui se faisait auparavant sont légion. On peut d'ailleurs en citer à l'appel dans tous les domaines. De quoi nous amener à nous demander si l'Afrique a perdu son identité culturelle. Pour débattre de cette thématique, 4 invités, dont 2 pour cette première partie. D'abord, Christelle Enganeben, journaliste qui partage ses connaissances avec d'autres personnes puisqu'elle est par ailleurs enseignante. Bonjour madame et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Merci également aux nombreux téléspectateurs qui sont à l'écoute et qui regardent ce programme. En face de vous, c'est-à-dire à ma droite, vous aurez un autre journaliste, Georges Ndenga, qui est par ailleurs directeur des programmes à African TV. Bonjour doyen et merci pour votre éternelle disponibilité, j'ai envie de dire. Bonjour Eric François, bonjour à tous nos téléspectateurs, que vous soyez de sexe féminin ou masculin, je n'en fais pas de discrimination. Merci d'être à l'écoute de African TV, votre chaîne de télévision au service du développement. Et surtout, bienvenue sur ce plateau. Merci donc à tous les deux. Je vous reviens tout à l'heure. Le temps pour nous de faire un tour en régie pour la transition. Ok, place donc à présent au débat et très vite je me tourne vers vous, Christelle Enganeben, et ceci parce que vous me semblez la plus jeune des deux invités qui pour le moment sont sur le plateau, m'inspirant de l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, qui faisait état d'une jeune fille qui estime que la polygamie, qui est l'origine par excellence du mariage en Afrique, est une affaire d'antan. Est-ce que vous accepteriez volontiers un jour, si vous avez l'occasion, est-ce que vous accepteriez volontiers de faire un foyer polygame? Je souris un peu à la question et même à l'introduction, si vous avez constaté, parce que c'est quand même un sujet assez atypique et ma foi, vous avez su choisir le sujet qui embarrasserait probablement ma petite personne pour pouvoir répondre sur la question de l'identité. Mais de manière grosso modo, je ne vais pas dire que je m'accorde totalement avec cette jeune fille. C'est vrai que nous évoluons et la manière aussi de vivre évolue. On peut aussi dire que sur certaines questions, on a eu quand même une empreinte religieuse qui nous oblige désormais à voir les choses un tout petit peu différemment. Donc, sur la question de la polygamie, pour ou contre, libre choix à chacun de le faire. Pour ma part, non. Mais même à l'époque de nos parents, la religion existait déjà, mais la polygamie également existait toujours. Oui, bien sûr. Les deux s'accordaient sur un certain nombre de choses, mais de moins en moins, les femmes supportent de rester dans le même foyer avec d'autres épouses ou comprendre ce genre de situation et préfèrent une relation ou une amitié complètement deux personnes, quoi, c'est-à-dire mon époux et moi, et nos enfants, et on partage encore ça, bien que on est encore dans une logique où les neveux, les cousins font partie aussi de la famille, les oncles et les tantes, parce que en Afrique quand même, la famille c'est plus vaste que ça, c'est plus social. Mais sur la question vraiment de la polygamie, la plupart des femmes sont un tout petit peu plus tranchées sur la question et préfèrent mariage monogame que polygame, compte tenu de ce qu'on a vu nos parents vivre à leur époque, parce qu'on sait tout ce qu'ils ont traversé comme méandres et autres pour pouvoir gérer. On sait ce que les uns et les autres ont vécu en termes de jalousie et tout ce que ça comporte comme haine. Je sors d'un foyer polygamique et j'ai vécu toutes les formes qu'on peut prétendre de maltraitance dans une situation comme celle-là. Je ne pense pas que je ferai cela dans ma vie. Je veux mon homme à moi toute seule.
Mhm. Ok, on vous a suivi. Monsieur Georges Ndenga, j'ai envie de questionner votre qualité d'observateur de la scène que vous êtes. Est-ce que de nos jours, quand vous regardez de nos jours, est-ce que vous pensez que nous sommes encore attachés à nos valeurs culturelles? Est-ce que l'Afrique est encore attachée à ces valeurs? Je réponds par la négative. Nous avons perdu nos valeurs culturelles et vous évoquiez tout à l'heure le phénomène des foyers polygamiques. Nous les prenons mal aujourd'hui parce qu'on nous a inculqué la monogamie. On nous a inculqué la monogamie à travers la religion. Et cette religion-là est différente de celle que pratiquaient nos parents. Nos parents connaissaient bien Dieu. Prenez toutes les langues africaines. Dans toutes les langues africaines, Dieu est désigné par un nom. Nyambe, Njambe, Anyambe ou quoi que ce soit, vous trouvez cela dans chacune des langues africaines. Ça voudrait dire qu'on connaissait Dieu avant l'arrivée de la religion. De la religion chrétienne, je voudrais être plus précis, ou alors de la religion musulmane. Nous connaissions déjà Dieu. Donc nos parents connaissaient Dieu. Mais pourquoi était-il polygame? La polygamie avait deux fonctions essentielles. L'équilibre de la société et le fait que le concubinage n'était pas toléré. Vous aviez autant de femmes qu'il fallait qui remplissaient chacune un rôle et chaque femme faisait ce qu'il fallait quand il le fallait. La deuxième fonction, c'était la procréation. La procréation, à l'époque, nos parents ne concevaient pas une femme sans enfant. Et puisque d'ailleurs l'enfant était considéré comme une richesse. L'enfant était considéré comme une richesse. Donc la polygamie venait résoudre le problème d'infertilité d'une part et le problème d'équilibre social d'autre part. Mais seulement quand la religion chrétienne est venue, on a commencé à dire que la polygamie est une mauvaise chose. Elle était mauvaise pour qui? Forcément pas pour les Africains. Elle était mauvaise pour ceux qui venaient leur enlever leur identité. Et c'est à partir de là que nous avons perdu notre identité. Nous avons perdu notre identité également en acceptant ces langues qui venaient d'ailleurs et qui s'imposaient à nous comme moyen de transmission de connaissances, comme moyen d'échange. Et cela ne nous a pas été que favorable. Cela a créé des situations telles que nous, au Cameroun, on connaît aujourd'hui, des gens qui se revendiquent anglophones ou francophones et qui refusent de croire qu'ils sont d'abord camerounais avant d'être anglophones ou francophones. Donc, il y a cette perte d'identité qui se manifeste à plusieurs niveaux et au niveau de la polygamie, c'est plus tranché. Et à l'époque, d'après ce que moi j'ai entendu dire, les femmes vivaient dans le même foyer polygamique sans nécessairement se heurter. Les enfants étaient élevés par toutes les mamans et on mangeait ensemble, on faisait presque tout ensemble. Mais quand la religion est arrivée, la division s'est installée aussi. Et c'est ça le drame. Mais c'est la même religion qui condamne la polygamie, mais qui veut nous faire accepter aujourd'hui l'homosexualité. Comment comprendre... Les pratiques déviantes en tout cas. Bon, comment comprendre cela? Ça voudrait dire que nous avons perdu notre essence, nous avons perdu notre identité et nous devons revenir à notre identité. D'accord. À vous entendre tous les deux, on a le sentiment qu'on est d'accord que l'Afrique a beaucoup perdu de son identité culturelle. Maintenant, j'ai envie de vous demander, Madame Christelle Nganaben, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Bon, peut-être d'abord revenir sur ce que M. Ndenga ici présent disait, avant de répondre à votre question. Moi, je ne pense pas que ce soit seulement une affaire de religion qui soit venue tout faire basculer. Les gens évoluent, les époques évoluent, la mondialisation est arrivée. Donc, les uns et les autres se sont rendus compte qu'on pouvait quand même vivre avec une épouse et se satisfaire de cela. Oui, mais la mondialisation ne demande pas qu'on adopte le comportement de l'autre. La mondialisation, c'est le brassage
des cultures vers une culture universelle. C'est le brassage des cultures pour une culture unique et universelle. Et si dans nos cultures différentes, individuelles, on ne détache pas un certain nombre de choses pour embrasser cette culture commune, ça veut dire que chacun ira défendre l'ego de sa propre commune. C'est ça la mondialisation. C'est ce que la mondialisation prône, bien que je ne sois pas forcément la première adepte de cette mondialisation, mais ce que je veux dire, l'Afrique perd de ses racines, pas seulement à cause de la religion, mais surtout à cause de l'ouverture qu'ils ont à voir que, mais elle vit avec son époux, toute seule, elle est heureuse, ils sont joyeux, ils n'ont pas forcément d'enfants, mais ils ne se définissent pas par l'enfant, ils se disent, bon, on prend un autre enfant et on peut l'élever et on en fait le nôtre et ça donne quelque chose de merveilleux. L'enfant n'est pas seulement, et on était même dans cette logique, l'enfant n'est pas seulement celui que vous accouchez, l'enfant de tout le monde peut être le vôtre. Et je ne vois pas de problème en cela. Maintenant, que les femmes aient découvert que dans ces foyers-là, il y avait la jalousie, il y avait des problèmes, il y avait de la haine. Alors n'en parlons plus avec la gestion de l'héritage au décès de l'époux ou encore de l'épouse avec les autres enfants des autres femmes, c'était carrément la catastrophe. En ce moment-là, on s'est rendu compte que mais, il fallait se ranger, il fallait chercher à vivre peut-être ce que les autres vivaient pour expérimenter dans nos propres vies si ça donnerait quelque chose de meilleur. Et on se rend compte que, certes, ça ne donne pas tout ce qu'il y a de meilleur dans la vie, mais au moins, ça a le privilège de nous sécuriser d'un certain nombre de choses et nous préserver. C'est ce qu'on a pu constater. Maintenant, je reviens sur votre question. Oui, c'est-à-dire maintenant, parce que de génération en génération, on observe qu'il y a cette perte de la culture africaine. Qu'est-ce qui peut expliquer cela concrètement? J'ai commencé à embrayer sur cette question en disant que l'arrivée de la mondialisation et de tout ce que ça concerne comme nouvelles technologies, découverte d'autres espaces, d'autres cultures, d'autres manières de vivre. On veut tester, on veut s'essayer. Évolution aussi de la société, pourquoi pas? Parce qu'une société ne va pas rester à l'étape embryonnaire, à l'étape où ils étaient avant. Je crois que la vie est cyclique et ce n'est pas mon confrère ici présent, M. Ndenga, qui me dira le contraire. Elle est cyclique. On évolue, on change, on adopte autre chose, on teste autre chose et on voit ce qui s'adapte le mieux et surtout qui garantit un certain mieux vivre. Et c'est vers cela que la population tend. Et c'est à cela que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? On a décidé dans nos cultures de faire quelque chose d'un peu plus évolutif, d'emprunter un tout petit peu de là, d'emprunter un tout petit peu de l'autre côté pour avoir une certaine identité. On s'est perdu en chemin. Pour l'instant, on commence, pour l'instant, à revenir sur notre culture, à reprendre ce qu'il y a de meilleur et pour évoluer. Pas forcément ce qu'il y a de mauvais, parce qu'avant, c'était la femme qui travaillait, l'homme était assis, je le rappelle. C'est-à-dire, c'était le roi, quoi, et le roi était assis et recevait tout de madame. Madame devait aller au champ, chercher du bois, cuisiner et venir le servir. Ça, à un moment, on a compris que c'était complètement la servitude de la femme auprès de son mari. Il fallait que ça change. On est quand même des femmes, il faut que l'homme qui se dit chef de la famille prend ses responsabilités auprès de nous. Et c'est en cela que certaines revendications des femmes sont nées et la question du 8 mars est arrivée à un moment précis. Donc, en ce moment-ci, la société évolue, laisse peu à peu l'état et commence à se reconstruire. Quand vous évoquez le 8 mars, vous voyez, ça fait sourire. Et là, c'est encore une fausse image que l'on donne de l'Afrique. Une fausse image que l'on donne de l'Afrique parce que il y avait division de travail. L'homme, c'était le chasseur, c'était lui qui allait chercher de la viande, pendant que la femme allait chercher de la nourriture. Il y avait division de travail. Et si l'homme n'était pas chasseur, il était pêcheur. Chacun avait quelque chose à apporter au foyer. Et il y avait équilibre. Mais seulement, lorsque les Occidentaux viennent, ils voient ça d'un autre œil, ils ne comprennent pas ce qu'il y a. Et moi, je me rappelle dans la civilisation bantou, quand la femme allait au champ, c'est l'homme qui débroussaillait.
Oui, mais doyen, Bon, permettez, doyen, j'ai envie de vous relancer sur la question. C'est vrai, c'est facile de dire, c'est quand l'Occidental est arrivé. C'est la vrai faute que de... elle le mentionnait tout à l'heure, c'est la mondialisation et consort. Mais est-ce qu'on ne peut pas accuser vous, les doyens, vous les aînés, de n'avoir pas su transmettre de génération en génération ce que vous avez hérité de vos parents? Non, le problème n'est pas au niveau de la transmission. La transmission s'est faite et la transmission se fait. Moi, je vais prendre le cas pour apporter un peu de l'eau au niveau de la transmission. Voilà mon grand-père qui va au séminaire, qui devient pasteur, qui dit à son père, pour que je devienne pasteur, il faut que tu te sépares des autres femmes, puisque tu en as plusieurs. Son père lui dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais me séparer de mes autres épouses, mais seulement, promets-moi que cette femme qui ne m'a pas donné d'enfant, tu vas porter son nom et tu vas transmettre son nom de génération en génération. L'enfant est d'accord. Il se fait, on change son patronyme et on lui attribue un nouveau patronyme. Et c'est avec ce patronyme qu'il devient pasteur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il transmet non seulement à ses garçons, mais même à ses filles, le nom de cette femme que nous portons jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que la transmission se faisait. Et les cas de rébellion étaient rares. Les cas de rébellion étaient rares. C'est avec l'acculturation que les cas de rébellion ont commencé à se faire jour. Pourquoi? Parce qu'on leur disait, en même temps qu'on leur disait, obéis à ton père et à ta mère, en même temps on leur disait, tu es libre de faire ce que tu veux dès que tu as atteint tel âge. Et là, il n'y avait plus équilibre. On te dit d'obéir à ton père et à ta mère, mais à partir d'un certain âge, tu es libre de faire ce que tu veux. Or, la société traditionnelle ne te donnait aucune autorité, ni sur tes parents, ni sur qui que ce soit. Au contraire, tu devais obéir à tes parents, à tes oncles, à tes tantes et à tout le monde dans la famille. Donc, quand nous avons commencé à perdre des repères à partir des enseignements que nous avons reçus. Ah là, vous commencez quand même à reconnaître que vous avez failli quelque part. Je dis, nous commençons à perdre nos repères à partir des enseignements que nous avons reçus, non pas au sein de la famille, mais à l'école. C'est l'école qui nous pousse à perdre les enseignements. Et quand nous perdons ces enseignements, il nous devient, parce que nous voulons nous mondialiser, parce que nous voulons nous occidentaliser, parce que nous voulons nous européaniser, nous perdons nos repères africains, y compris la langue. Et la langue est l'élément de transmission le meilleur au monde. À partir du moment où nous avons perdu nos langues, où nous commençons à parler le français, ou l'anglais, ou l'espagnol, ou le portugais, nous avons perdu l'âme même de notre culture. Et cette âme, il faut que on la reconquiert. Il faut que nous apprenions nos langues à nos enfants. Et ça, c'est le devoir des parents. Et moi, en âme et conscience, je l'ai compris et je le fais. D'accord, merci. Vous avez évoqué la mondialisation. Vous également, madame, vous avez évoqué la mondialisation. Je veux m'arrêter justement sur cette mondialisation. Est-ce que j'ai envie de savoir, est-ce que cette mondialisation, quand l'Africain allait au contact, est-ce que l'Africain qui s'est retrouvé en train d'adopter les habitudes qui viennent des autres qui ne sont pas africains, est-ce que ce n'était pas là, c'est pas là une sorte d'aveu d'un certain complexe d'infériorité? Complexe d'infériorité, s'il y a, je ne sais pas, un tout petit peu quand même. Mais je crois que, comme M. Denga a commencé à le dire, peut-être il a dit que la transmission s'est faite. Moi, je lui répondrai, la transmission s'est arrêtée à un moment où elle a changé de camp, précisément, c'est meilleur. Elle a changé de camp, elle a changé de situation. Ce n'était plus la transmission de nos valeurs, c'était la transmission d'autres choses. Parce que quoi?
À un moment, on s'est retrouvé où la société se cherche, comme on dit souvent. Vous voyez, un jeune garçon à un certain âge, il se cherche. Il a besoin de repères. Il a besoin de ceci. Et c'est ce que vous lui présentez qui devient son nouveau repère et il s'appuie dessus. Et à un moment, on va quand même un tout petit peu le reprocher aux doyens comme les nôtres parce qu'ils ont accepté, ils ont signé des accords et ils nous ont transmis cela. Au lieu de nous transmettre ce qu'ils avaient hérité de nos traditions, ils ont commencé à nous transmettre ces langues. Et aujourd'hui, ils nous reprochent le fait, nous, la jeunesse, en tout cas, encore un tout petit peu jeune, on va mettre ça entre guillemets, parce que c'est n'est que pour un temps, ils nous reprochent d'être trop partis vers l'européanisation et avoir abandonné notre propre culture. Mais en fait, c'est eux qui ont lâché cette transmission-là à un moment, en nous faisant croire que le meilleur était ailleurs, le meilleur était dans d'autres cultures. Au-delà de ça, de cette fracture qu'il y a eu dans la transmission de ces valeurs culturelles, on peut quand même reconnaître que l'Africain est celui qui, je vais dire, embrasse, parce qu'il a reçu une culture sociale, il embrasse plus facilement, il est plus ouvert à accueillir, à apprendre, à tester, à essayer autre chose. Et très souvent, il est moins solidaire même de celui qui est du sien vers celui qui est étranger, parce que chez nous, on va te dire, l'étranger doit être accueilli, l'étranger doit être traité comme roi. Et c'est aussi en cela que nous avons traité l'étranger plus qu'un roi et il s'est imposé à nous et il est devenu véritablement le roi chez nous. Et maintenant, nous sommes perdus avec cet étranger parce qu'il nous a entraînés dans sa culture, il nous a entraînés dans ses manières de faire, dans sa manière de parler et il nous a complètement détachés de nos propres parents et nous l'avons suivi comme des petites bêtes. Aujourd'hui, nous regrettons, nous voulons revenir, mais pas revenir de la manière dont nos parents l'ont été précédemment. Nous revenons d'une autre manière en ayant appris autre chose et en venant puiser ce qu'on peut avoir chez nous de meilleur pour avancer. Parce qu'il faut dire réellement que ce n'est pas tout dans nos cultures qui sont forcément les meilleures choses. Ce n'est pas tout dans cela qu'on pourra prendre pour continuer à avancer. Il faudra bien qu'on se dépouille d'un certain nombre de choses comme de traditions, peut-être qui peuvent heurter, on parlait des veuves, ce qui était infligé à une jeune femme qui se retrouvait veuve après le décès de son mari. Ce genre de choses, nous n'en voulons plus, nous voulons évoluer différemment. Ben moi, le doyen va certainement réagir. Non, parce moi, je ne suis pas d'accord quand elle dit que la transmission s'est arrêtée. La transmission ne s'est pas arrêtée. J'ai dit changer de camp. Non. Elle a changé de même pas changer de camp en tant que tel. La transmission... Bref, elle veut dire la transmission n'a plus été si rigoureuse. Non, la transmission a été rigoureuse, sinon nos langues seraient toutes mortes aujourd'hui. La transmission a toujours été rigoureuse, mais seulement, il faut avouer qu'on a usé de violence pour s'imposer. Pourquoi? Parce que quand vous alliez à l'école occidentale, vous deviez parler français ou anglais, forcément. Et quand vous ne parliez ni français ni anglais, vous étiez châtié, puni, battu, humilié parfois. Or, la transmission a continué dans nos familles de manière douce, sans violence. Vous parliez à votre enfant, vous lui expliquiez des choses. Et c'est peut-être ça qui fait problème aujourd'hui. C'est ça la différence entre la culture africaine et la culture occidentale. Il n'y a pas eu de violence dans la transmission de la culture africaine. Et c'est peut-être ce manque de violence qui fait problème. Seulement, quand elle dit que la perte des repères parce que la tradition était orale et petit à petit s'est estompée. Mais ceux des enfants qui ont été assez intelligents sont allés rechercher dans la tradition orale ce qu'il y avait. Vous vous rappelez les contes d'Amadou Koumba? Vous vous rappelez de Birago Diop? Vous vous rappelez des contes de la savane et de la forêt ici au Cameroun? Et c'est des choses qui auraient pu ramener certains Camerounais à comprendre la philosophie. Parce que les Africains ont toujours été philosophes.
Moi, Contrairement à ce que j'ai l'on... envie d'interrompre M. Denga. Non, souffrez d'abord qu'il finisse son Non, argumentaire juste en parce quelques que 30 secondes. Parce que nous sommes déjà en train de... Elle a raison de vouloir m'interrompre parce que je cette suis première en partie. train de lui dire ce qui s'est passé. La perte des repères vient, d'après ce qu'elle a dit, du fait que à l'école, on n'enseignait pas aux Africains les héros africains. On vous parlait de Napoléon Bonaparte, de Molière, de Molière, de je ne sais qui, mais où étaient les Africains dans tout cela? Moi, pour apprendre, pour connaître ma généalogie, j'ai dû interroger les plus anciens. Et c'est ça qui manque aujourd'hui aux jeunes. Interroger les anciens pour apprendre. Ils croient que la connaissance est sur Internet, la connaissance est sur je ne sais quoi, mais très peu, la connaissance est dans les livres, mais très peu interrogent leurs parents sur leurs origines. D'accord, on vous a suivi très rapidement également. J'ai envie de dire que M. Denga dit que la transmission ne s'est pas arrêtée. Combien sont-ils? Commençons par peut-être lui. Combien de ses petits-fils vont encore au village? Parce que c'était ça avant. C'est-à-dire quoi? La famille, même si vous étiez quand même en ville dans un système de mondialisation, vous alliez au village apprendre les repères, ne serait-ce que le temps des 3 mois des congés. Combien vont-ils encore dans nos villages pour apprendre ces repères-là? Combien choisissent encore à la maison d'apprendre à leurs enfants à parler la langue maternelle? Les premiers mots que l'enfant prononce, c'est quoi désormais? Avant, c'était quoi? Allons seulement voir cela pour comprendre que la transmission de nos valeurs est en train de s'arrêter. Ça s'est même éteint à un moment. Ils ont laissé le libre choix à l'école, à la mondialisation de nous imposer et de nous faire comprendre un certain nombre de choses. Et au-delà de ça, combien portaient encore les tenues, les boubous? Parlons peut-être de cette forme de culture-là par les vêtements. Combien sont-ils qui portaient encore les tenues africaines? On était tous dans du jean, dans les vestes, dans... Quelle transmission on a faite? Quelle transmission nous ont-ils laissé? Parce que prenons le doyen et moi, c'est quand même presque demi-génération à côté de lui. Combien de fois je l'ai entendu? Encore même plus, je suis violentée dans le sens où si ma foi dans une entreprise, vous vous élevez à parler votre langue maternelle, on vous dit, ah non, mais ici c'est l'universalité, c'est le français, c'est l'anglais, c'est le mandarin. Donc la transmission pour moi s'est arrêtée. Il faudrait que nous revenions. D'accord, on vous a suivi. Merci à tous les deux d'être venus pour cette première partie de ce débat. Je vais vous raccompagner avec la transition, mais mesdames et messieurs, ne quittez pas puisque la deuxième partie du débat, c'est dans quelques secondes seulement.